quoi? Ouais, des cafetières. Parce qu'à droite, en fait, ça va faire plein de choses. On arrive. Après, on part là-bas. Les gars, ça acheter tout billet en toute égalité. Les questions autour de la fin de vie qui est Philosophe et qui a suivi avec attention les débats. Vous pouvez retrouver plusieurs tribunes de lui qui sont parues ces derniers jours et qui va venir un petit peu nous mettre dans le bain législatif qui a marqué notre pays, notamment cet après-midi. Voilà, et je suis d'autant plus touchée que c'était mon professeur de master, du coup c'est toujours une joie de le retrouver. Que font les soins palliatifs? Que font les personnes qui sont confrontées à ces situations-là? Quand elles viennent accompagner, aider, soulager, faire en sorte de proposer d'autres alternatives, d'essayer de voir quel est le problème. Quel est le problème? La demande d'euthanasie et de s'y assister est, dans bien des cas, pas toujours, mais dans 15% des cas, cette demande, donc, est un problème. Elle est en nous, intrinsèque, inaliénable, intouchable. Je voudrais vous partager ici une profonde expérience que j'ai vécue il y a 4 ans. Après une chute de cheval, ma mère est tombée dans le coma. La veille de sa mort, alors que les médecins nous avaient préparés au pire, toute la famille s'est retrouvée à l'hôpital à son chevet. Et il y a eu un geste qui restera à jamais gravé dans mon cœur et ma mémoire. Mon frère a pris ma main, cette main inanimée qui semble inutile à tant de personnes, et il l'a déposée sur celle de ma mère. Par ce simple contact, j'ai pu lui dire tout l'amour de fils que j'avais pour elle. Et je sais qu'elle a ressenti mon amour. Oui, la vie jusqu'à l'extrémité de la vie est précieuse. Jusqu'au dernier instant, cette vie est précieuse. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, et merci d'être venus, parce qu'une proposition de loi sur l'aide à mourir vient d'être votée à l'Assemblée nationale. Cette adoption et ces débats créent en moi une profonde angoisse. Et en les écoutant, j'en arrive à me demander, est-ce qu'un jour
je ne serai plus digne de vivre, car la maladie que je porte, elle évolue. Et petit à petit, ma vulnérabilité, elle grandit. Est-ce qu'à un moment donné, je serai rejeté de la communauté humaine à cause de la dégradation de mon état de santé? Aujourd'hui, je veux vous le dire avec force, moi j'aime la vie. Et ma vie fragile, ma vie même fragile, elle est belle. Une lourde pression sociale et économique qui finira par nous éliminer. Oui, ce sera vécu comme une oppression. Et on le voit au Canada, où aujourd'hui l'euthanasie et le suicide assisté est ouvert aux personnes handicapées. Et on fait tout pour les pousser à bout, pour les pousser à la mort. Et ça, je ne peux l'accepter. Quand on vous déclare en permanence que vous êtes un poids pour vos proches, une charge pour la société, une lourde dépense, que vous êtes trop dépendant ou trop seul, alors oui, le désir de mourir peut surgir. Mais ce désir, c'est un immense appel à l'aide, un cri de détresse, un appel à être aimé. C'est un cri de vie, un cri d'une autre vie, d'une vie où on est considéré, accompagné, soulagé, aimé. La proposition de loi sur l'aide à mourir franchit une ligne rouge. Elle ouvre la porte à la légalisation d'une mort administrée. Elle fait passer un signal terrible à tous ceux qui, comme moi, sont en situation de grande dépendance. Votre vie est trop dure. Vous avez le droit de mourir. Et peut-être finalement le devoir de mourir. Je ne veux pas de cette société-là. Je veux une société qui dise à chacun: tu es important, tu comptes, et on restera à tes côtés jusqu'au bout. Il n'y a pas un choix binaire à faire entre souffrir ou mourir. Il existe cette troisième voie, un chemin d'humanité et d'espoir, celui des soins palliatifs. Être soulagé, être entouré, être accompagné, être aimé jusqu'au bout, jusqu'au terme naturel de la vie. Pas dans la solitude, pas dans l'abandon. Avec cette promesse faite par les soignants à chacun de nous, celle de la présence et du non-abandon. Les soins palliatifs, ce n'est pas laisser mourir, laisser souffrir. Ce n'est pas laisser souffrir, c'est refuser. C'est refuser que la souffrance ait le dernier mot. C'est apaiser, c'est consoler. Ça ne supprime pas la faim, mais ça donne un sens à cette faim. Je veux une société qui dise: nous sommes les éligibles, éligibles à l'accompagnement, éligibles aux soins, éligibles à l'amour, pas à la mort. Et tant que nous pourrons parler, nous dirons: chaque vie humaine est digne jusqu'au bout. Merci. Vous pensez parfois à votre vie d'avant? Cette nuit, j'ai rêvé que je dansais une valse avec mon mari André. Il me disait: tu es légère comme une feuille. Je me suis réveillée en larmes, pas de tristesse, mais de gratitude. J'ai eu une belle vie, mais tu sais, j'ai l'impression que quelque chose change. Change comment?
همشي. Je m'appelle Elisabeth, je suis ergothérapeute et avec des amis nous avons lancé cette veillée qui est une veillée de réflexion, de partage anthropologique, culturel, artistique en réponse à la rupture anthropologique que constitue le vote de la loi sur la fin de vie qui a été fait cet après-midi. Voilà, nous voulions répondre par ce temps à la fois pacifique mais visible pour manifester notre opposition et puis continuer d'éveiller nos consciences, nous former aussi, entendre des témoignages sur des personnes qui sont concernées par la loi et qui malgré la grande fragilité et la grande vulnérabilité de leur vie y trouvent un sens, y perçoivent de l'importance. Parce que le message que nous portons, c'est que abréger la souffrance, ce n'est pas abréger le malade. Abréger la souffrance, c'est important. Mais pour cela, il y a les soins palliatifs qui existent. Il y a énormément de structures qui existent, qu'il faut promouvoir, encourager. Et mettre fin à la vie de la personne, c'est mettre fin aussi à ces initiatives-là. Ces personnes, elles ont besoin, elles l'ont toutes dit, d'être en relation, d'être en lien, d'être considérées. Et j'espère que c'est aussi ce que nous avons pu vivre avec elles ce soir, qu'elles se sont senties membres à part entière de notre collectif, de notre soirée. Et voilà, elles ont été des éléments précieux. En face d'elles, il y avait tous ces veilleurs, des anonymes, des membres de la société qui portaient la flamme de l'espérance dans la nuit. Voilà, on est un petit peu dans la nuit de la conscience avec cette légalisation de la mort en fait qui est en train d'arriver, alors que voilà, nous on cherche à promouvoir la beauté de la vie et donc c'est le symbole de cette petite flamme au cœur de la nuit, rappeler la beauté au milieu du noir. C'est certain que ce qui se passe dans les pays étrangers n'est pas forcément très encourageant pour notre pays à nous. Nous, voilà, on va essayer de continuer à résister parce que c'est vrai que c'est globalement une remise en cause de la fragilité qui est dans ce projet de loi. Donc toute forme de fragilité peut être potentiellement concernée, en effet, toute forme de vulnérabilité. Donc on sera toujours là pour défendre la dignité, la vie des personnes fragiles et rappeler qu'elles ont le droit de vivre jusqu'au bout et qu'il ne faut pas leur faire peser le poids de leur vie en leur demandant est-ce qu'elles veulent mourir ou non. On n'oblige pas tout le monde à se suicider ou s'euthanasier, mais on oblige tout le monde à se poser la question et ça c'est très lourd pour ces personnes. Bonsoir, LDC News. Voilà pourquoi ici je suis ce soir à cette soirée de veilleurs. Il s'agit de donc on va allumer des bougies. Je pense que c'est sans tarder. Pourquoi je suis là? Parce que je suis Marc et j'ai commencé par faire médecine la première année. J'ai beaucoup travaillé dans le système, dans le milieu hospitalier, et donc j'ai assisté en tant que brancardier à des départs, on va dire. C'est-à-dire que à l'époque c'était discret. C'est-à-dire le malade qui en pouvait plus parlait à voix basse dans l'oreille du médecin, et le médecin, triste bien sûr, me faisait signe d'allonger le lit et de le laisser tout seul pour qu'il parte. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je m'en veux de ne pas avoir tenu la main. J'ai vu ça 3 fois là. C'était dans un service de soins intensifs dans un hôpital, là, à Caen, au CHU de Caen. Et effectivement, moi ce que je ressens, c'est que cette loi, comme je le dirais, je le redirai, je suis un descendant de Vendéen, la République, pour moi, il y a quelque chose qui va vraiment pas, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de culte de la mort. Et petit à petit, donc, je suis persuadé que là, nous sommes dans la suite, sur plusieurs siècles, oui, c'est ça, d'un plan pour arriver à ce qu'on va arriver, c'est-à-dire une dépopulation. Donc ici, c'est comme une dernière main, c'est-à-dire avec l'euthanasie, t'en peux plus parce que la vie pour toi n'a plus de sens, tu t'ennuies, vraiment ça t'intéresse pas, tu veux partir. Parce que tu n'as plus les joies de rencontrer la nature, de voir la vie, de rencontrer au sein d'une famille, d'avoir l'amour entre frères et sœurs et avec les parents. Donc tout ça, tout ce sens qui est sacré,
hein, se perd. Et donc, quand on va être enfermé dans des cités hein, à 15 minutes, eh ben, il n'y aura plus de sens. Et la dépopulation qu'ils veulent nous faire, ben, ça va fonctionner, mais alors, magnifique. Et tout à l'heure, j'ai entendu un entretien où ils disent qu'effectivement, dans le milieu hospitalier, donner la mort sera chose normale. Incroyable. C'est une bascule incroyable. Donc, j'en profite de cet entretien pour appeler tout le milieu médical, hospitalier, y compris dans les cliniques privées. Écoutez, ne nous laissons pas faire. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé il y a 3 jours à un médecin, je lui ai dit mais vous vous rendez pas compte avec cette histoire de Covid, à quel point le milieu médical s'est grillé. Ah mais on n'a pas le temps d'en parler de tout ça, on a trop de travail. Mais il dit bah, attendez, votre travail n'a plus de sens là. Parce que moi si je voulais faire médecine, c'est une vocation, c'est de servir à la vie et de servir et d'aider et de servir quand les gens sont en souffrance. Donc je renouvelle mon appel, c'est le milieu médical, mais prenez conscience de ce qui se passe. Vous avez été les otages hein, des vaccins ARN messagers, vous avez vraiment été les otages, vous ne voulez pas vous en rendre compte. Mais prenez, vous allez avoir, je sais pas, ça va envahir vos vies, votre subconscient comme on dit, mais prenez conscience de tout ça. Il est temps de redorer le blason en réagissant à ça. Exactement. Et il faut qu'on se rassemble tous pour que tout ça, ce cirque s'arrête. Alors, j'ai quelque chose à vous proposer, si vous le voulez bien. Ici, voilà. J'ai retrouvé, en rangeant dans ma cave, des DVD qui parlent du film Hunger Games. Hunger Games. Et quand j'ai revu, du coup, de façon passionnée, les 5 films, donc c'est une série, et ben je me suis dit c'est ça que l'on vit. Mais là on le vit en pire, puisque nous sommes aussi également dans une prison numérique, et je dirais même plus, dans une prison marketing. Donc attention, nous sommes dans un changement de civilisation, recréons une belle civilisation en nous rassemblant. Je vous remercie. Parce que la situation est grave, mais pas désespérée, comme on dit. L'Assemblée nationale a adopté ce soir légaliser l'euthanasie, ce qui est une très grosse rupture anthropologique dans notre culture et dans notre système de droit, car jusqu'ici, nous étions protégés par une conception assez simple à comprendre qui veut que la dignité humaine s'entend sans restriction, sans concession, et sans condition, et sans exception. Ce soir, il est inscrit dans la loi que, dans certains cas, pour certaines personnes, on doit considérer que cette protection du droit sur les personnes qui interdit qu'on prenne leur vie, cette protection a disparu. Et donc nous sommes désormais tous, potentiellement, un jour ou l'autre, susceptibles d'être à notre tour rattrapés par cette exception qui deviendra malheureusement, comme dans les autres pays, une règle. Et puis d'autre part, il y a ce fameux article 17 sur le délit d'entrave qui punit de 30 000 € d'amende et 2 ans de prison toute personne qui voudrait dissuader quelqu'un qui veut recourir à l'euthanasie d'y recourir, c'est-à-dire vous et moi, proche d'un parent, d'un ami qui voudrait en finir. Le texte dit que si on exerce des pressions morales et psychologiques sur cette personne, eh bien nous sommes passibles d'être condamnés, nous sommes possiblement condamnés par la loi. Donc ce texte ne concerne pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, que les personnes qui sont atteintes de graves maladies, mais vous et moi. Et les Français ne le savent pas, c'est pour ça que nous avons encore une année, puisque le débat parlementaire durera environ une année, pour faire connaître le contenu de ce texte à nos concitoyens, leur faire prendre conscience de sa gravité et faire en sorte qu'à terme, l'Assemblée nationale ne l'adopte pas dans une année environ. Les défenseurs de l'euthanasie ont prévenu, comme souvent d'ailleurs, ils ont dit que l'un d'entre eux, en tout cas, a dit, un des promoteurs, qui s'appelle Jean-Louis Touraine, c'est un médecin lyonnais, a dit récemment dans une réunion publique que le texte de toute façon devait être adopté mais qu'il n'irait pas assez loin parce qu'évidemment il exclut, c'est le cas aujourd'hui, les déficients mentaux, les personnes handicapées, les mineurs par exemple. Et ce professeur disait mais il faudra continuer à se battre parce qu'il n'est pas question que qui que ce soit puisse être exclu du champ de cette loi, du bénéfice comme ils disent entre guillemets de l'euthanasie. Donc bien entendu qu'à partir du moment où vous avez entrouvert la porte, la possibilité
de transgresser cet interdit de tuer qui est fondateur pour la société, et bien petit à petit, l'ensemble des personnes, les catégories de personnes qui sont susceptibles d'être rattrapées par cette exception, n'a vocation que ces catégories n'ont vocation qu'à s'agrandir, à se multiplier. Donc évidemment que dans les mois qui viennent, dans les temps qui viennent, nous aurons donc à faire face à des tentatives nombreuses visant à élargir les catégories des personnes susceptibles d'être rattrapées par cette loi. Merci Léopold de nous donner la parole une fois de plus. Alors moi j'ai été très surprise des votes de la part de la gauche et notamment LFI, on ne sait jamais, des personnes qui s'insurgent contre des génocides, qui sortent leur drapeau, etc. Ce qui est bien, puisque nous nous battons aujourd'hui, nous nous soulevons contre ce génocide voulu. Donc ils se battent contre des génocides, mais veulent instaurer et permettre le génocide des populations avec l'euthanasie, avec cette loi, en votant majoritairement oui dans leur groupe. Et il y en a d'autres comme cela. Aussi, que devient la loi de Badinter et la peine de mort alors? Si on autorise à valider la peine de mort, parce que c'est une peine de mort pour les inutiles, donc les personnes handicapées, les personnes qui ont des affections longue durée, etc., nous savons bien que la France est contre la peine de mort. Alors, c'est incohérent. On veut tuer de la population, mais souvent, les personnes qui devraient subir la peine capitale ne la subissent pas. Et on veut éliminer une partie de la population. Il y aurait tellement de choses à dire et on doit parler à demi-mot, parce que dans certaines obédiences, mettre à mal la vie n'est pas toléré. Alors moi je dirais, parce qu'on va commencer à parler en termes très clairs, il va falloir aborder cela. Est-ce que la vie, et je vais finir là-dessus, parce que sinon je vais aller trop loin, est-ce que la vie est méritée seulement par les initiés, à défaut des profanes? C'est tout ce que je dirais là. Parce que derrière cette loi-là, il y a une volonté qui est portée par le WEF, par le Nouvel Ordre Mondial et par des obédiences qui siègent dans nos institutions. J'en resterai là et j'espère que nous allons pouvoir interpeller ces gens-là. Voilà. Merci beaucoup Léopold. Il y aurait tellement de choses à dire encore.